La lenteur, c'est un vrai sujet. C'est normal d'avoir mal si cette lenteur est problématique. Dès lors, là, effectivement, c'est un problème. Dès lors que l'enfant n'arrive pas à se relire, on imagine l'écriture illisible. Si l'enfant veut relire son cours le soir parce que le lendemain, il a une évaluation et qu'il n'arrive pas à déchiffrer, finalement, là, effectivement, c'est un problème. Également, si les autres n'arrivent pas à le relire, ou en tout cas peinent à le relire, comme les enseignants ou les parents. Dès lors que cette écriture, finalement, devient un obstacle entre l'enfant et ses apprentissages. Souvent, l'enfant pense que oui. D'ailleurs, il ne prend même pas conscience qu'il a mal, parce que souvent, la réponse, quand je lui pose la question « Est-ce que tu ressens des douleurs ?» La réponse est non. Et quand je creuse un petit peu, c'est oh, non, je n'ai pas mal, mais oui, quand j'écris longtemps, je vais commencer à ressentir une douleur. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on écrit, mais c'est normal d'avoir mal si le geste n'est pas automatisé, si la pression est excessive, si le stylo n'est pas tenu correctement. Mmh. La lenteur, c'est un vrai sujet. Le thermomètre, c'est vraiment le rythme imposé par l'enseignant en classe. Donc, l'enseignant va imposer un rythme selon le niveau de la classe. Si l'enfant écrit en CE1, il doit respecter une certaine vitesse d'écriture. Et donc, cette lenteur est problématique dès lors qu'elle pénalise l'enfant. Exemple, au moment de copier la poésie, si l'enfant en difficulté est arrivé à la première strophe quand ses camarades ont terminé de copier la poésie en entier, là, cette lenteur est problématique. Oui, ça c'est le cas de beaucoup d'élèves. J'ai beaucoup de collégiens qui écrivent très bien, donc qui arrivent au cabinet avec une écriture parfaite, qui écrivent même mieux que moi. Ce qu'on appelle l'écriture hyper structurée, donc elle est très très belle, mais elle coûte beaucoup d'énergie parce que le geste est lent. Donc pour que l'écriture soit efficace, elle doit certes être lisible, mais aussi rapide. Donc l'enfant doit être capable de suivre le rythme en classe et elle ne doit pas générer de douleur. L'écriture se dégrade lorsque l'enfant essaie d'écrire plus vite. D'ailleurs, très souvent, il me dit « Si tu veux que j'écrive bien, je dois prendre mon temps ». Sous-entendu, si tu veux que j'écrive rapidement, la qualité de l'écriture sera impactée. Alors, c'est le système du château de cartes. Si les fondations ne sont pas solides, à un moment donné, le château de cartes s'effondre. C'est exactement la même chose lorsque l'on demande à l'enfant de prendre un peu de vitesse. Donc, si les fondamentaux ne sont pas automatisés, la qualité va forcément se dégrader au profit de la vitesse. Alors, c'est vraiment un process en fait à respecter. On ne va pas, chez un enfant qui a des difficultés graphiques, travailler tout de suite la vitesse, parce qu'encore une fois, on doit travailler sur consolider cette base, parce que l'enfant arrive déjà avec des acquis et une certaine connaissance. Donc on va d'abord sécuriser un petit peu tous les fondamentaux. Je pense notamment à la gestion de la pression, le travail autour de l'inclinaison de la feuille, de la posture, etc. Puis progressivement, on demandera à l'enfant d'écrire de plus en plus vite. Alors oui, effectivement, l'écriture peut avoir un impact considérable sur la scolarité de l'enfant. Parce que s'il n'arrive pas à se relire, si l'écriture est lente, forcément, il va perdre des points en classe. Alors j'ai beaucoup d'amies enseignantes qui me disent « Voilà, moi je ne peux pas passer 30 minutes tous les jours à déchiffrer l'écriture d'un élève. » Donc l'enfant va forcément perdre des points et finalement, c'est la confiance qui va s'effondrer. Parce que l'enfant apprend ses leçons et malheureusement, il n'arrive pas à transposer tout ça de manière lisible en fait. C'est une question très intéressante qui est souvent posée par les professeurs des écoles. Est-ce qu'il existe un lien entre la posture et l'écriture? Alors oui, parce qu'effectivement, si l'enfant n'adopte pas une posture qui lui permet de gérer par exemple l'espace sur la feuille, ne serait-ce que respecter la ligne d'écriture, forcément, c'est compliqué.
Je pense notamment à cet élève qui va être avec le dos voûté, donc qui va adopter une posture qui va à terme le fatiguer, d'accord? Ou l'enfant qui est complètement affalé sur sa table. Il va avoir du mal à écrire sur la ligne correctement, à respecter les interlignes. Et puis surtout, il va se fatiguer, donc ça va générer des tensions et une perte de concentration. Alors, les causes peuvent être multiples, hein. On parlait des réflexes archaïques, on peut avoir des réflexes qui ne sont pas totalement intégrés. Donc moi, je prends toujours cet exemple et je le trouve très parlant du caillou dans la chaussure. Donc je peux marcher avec des cailloux dans la chaussure, mais je risque de ne pas être très à l'aise. Là, c'est la même chose en fait. Une posture qui n'est pas confortable va forcément impacter l'écriture. Alors on le voit dans la capacité que va avoir l'enfant à suivre le rythme en classe, à produire une écriture lisible, qui ne sera pas saccadée, donc qui sera par définition fluide. L'enfant va réussir à suivre le rythme en classe et aussi à se concentrer, ça c'est très important, sur ce que l'enseignante est en train de lui dire, sur les consignes. Et il va également se concentrer sur les accords, dont le groupe nominal. Il ne va pas oublier de l'être à l'intérieur du mot. En gros, le geste graphique sera automatisé et il permettra à l'enfant donc de se concentrer sur d'autres tâches. C'est une question intéressante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'être graphopédagogue, j'étais éducatrice Montessori, donc j'ai une expérience de plusieurs années. J'ai travaillé 12 ans en milieu Montessori. Et cette expérience a été pour moi fondamentale parce que j'ai rencontré des enfants avec des profils atypiques, beaucoup d'enfants à haut potentiel, des enfants TDAH, des enfants avec TSA, etc. Et donc, au fur et à mesure des années, donc je me suis formée pour mieux comprendre ces enfants. Donc, je maîtrisais déjà effectivement la méthode Montessori parce que je travaillais dans un milieu, dans des écoles Montessori, voilà. Mais très vite, j'ai ressenti le besoin de les comprendre dans leurs particularités, leur façon de fonctionner, la façon d'entrer qu'ils avaient de descendre sous stress. Et donc, je me suis formée à la méthode Comme Colors. C'est une méthode qui permet de mieux comprendre l'humain avec un grand H. Et ça m'aide beaucoup au quotidien, dans mes séances avec les enfants. C'est ce qui me permet de mieux les comprendre, de mieux communiquer avec eux et créer un vrai climat de confiance, de leur permettre de révéler leur plein potentiel. Voilà. Et ensuite vient la grapho. Donc c'est vraiment un mix finalement de ces trois méthodes qui font qu'aujourd'hui, au cabinet, on arrive à ces résultats. Alors la graphopédagogie, c'est une spécialité qui vise finalement à permettre à la personne rééduquée, parce qu'on n'a pas que des enfants, hein, de retrouver le plaisir d'écrire. Comment à travers un geste fluide, indolore et rapide. Voilà ce qu'est la graphopédagogie. Alors ça, c'est mon grand chouchou. Comme Color, c'est une méthode qui permet de mieux comprendre les différents profils de personnalité. On sait qu'on est tous différents. Oui, nous sommes différents, mais en quoi nous sommes différents? Comment sommes-nous différents? Parfois, on sent qu'on a des difficultés parfois à comprendre l'autre. Et c'est parfois ce qui peut se passer avec les enfants. Donc, c'est un modèle qui permet de comprendre le fonctionnement interne de la personne qui est en face, de comprendre ses sources de motivation, ses sources de stress. Voilà, grosso modo, même si on aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'est le modèle Comme Colors. Et oui, parce qu'on rééduque l'écriture, c'est vrai, mais au-delà de l'écriture, on est face à une personne qui a une personnalité, qui a des points forts, des faiblesses. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre la personne dans ses particularités pour mieux l'accompagner et lui permettre de produire, là, si on parle d'écriture, un geste, une écriture en fait confortable, qui lui plaît et qui pourra être relue, si on revient sur le milieu scolaire, qui pourra être relue par les enseignants.
Alors moi, c'est vraiment on parlait de château de cartes, tu sais, des fondamentaux. Pour moi, comme Color, c'est l'un des fondements, en fait, de ma méthode, en fait, hein, de ma façon de faire, en tout cas, avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle me permet de m'adapter, en fait, à chaque enfant, de le comprendre et de lui offrir l'environnement le plus favorable pour lui. On sait que certains enfants préfèrent travailler en groupe, certains enfants préfèrent travailler avec un peu de bruit, certains enfants préfèrent travailler seuls, etc. Donc l'idée, c'est de comprendre l'enfant pour lui permettre, encore une fois, de révéler son plein potentiel. Alors Montessori, c'est une méthode qui est très très intéressante, qui permet à l'enfant, je résume, hein, d'apprendre avec le jeu, c'est-à-dire d'apprendre en manipulant, d'apprendre en explorant son environnement. Dans les classes Montessori, l'enfant, tu vois, n'est pas assis sur une chaise toute la journée. L'enfant a le droit de se déplacer, etc. On a une certaine liberté de mouvement qui permet à l'enfant, en fait, de donner le meilleur de lui-même. Voilà, on a aussi dans cette méthode, plutôt dans cette pédagogie, l'étude des périodes sensibles, c'est-à-dire comprendre pourquoi un enfant de 4 ans va avoir ce comportement à un moment donné. Voilà, donc c'est vraiment comprendre l'enfant dans ses besoins et lui permettre aussi d'apprendre selon ses besoins à un moment donné. Donc je pense que beaucoup d'adultes et de professionnels se rendent bien compte que la méthode traditionnelle n'est plus vraiment à jour, surtout avec ces enfants, la post-Covid, qui sont très souvent face à l'écran, avec maintenant aussi l'intelligence artificielle. L'école telle qu'on nous la propose actuellement n'est, à mon sens, hein, plus du tout adaptée en fait aux enfants. Et donc, on s'en rend bien compte et on essaie tant bien que mal de trouver des solutions. Et la méthode Montessori, à mes yeux, est l'une de ces solutions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'étais éducatrice Montessori pendant 12 ans. Je n'ai jamais été formée au geste graphique, à la façon dont on doit enseigner la tenue du crayon, l'inclinaison du support, la posture, etc. Donc, pour travailler avec de nombreuses écoles Montessori, on voit effectivement que beaucoup de ces enfants ont des difficultés graphiques parce que, comme le professeur des écoles, l'éducateur, l'éducatrice Montessori n'est pas formé au geste graphique. Alors, on va finalement les intégrer déjà hein, au quotidien. Moi, j'ai appliqué tout ça aussi avec mes enfants. Donc, c'est vraiment une façon de percevoir l'apprentissage, l'éducation de manière plus globale. Donc, c'est d'abord de se dire, voilà, j'essaie de comprendre l'enfant, de me mettre à son niveau, à sa hauteur. Ça, c'est comme Colors qui me le permet. Montessori dans la liberté de mouvement, dans le fait de manipuler et la graphopédagogie pour le geste graphique. Ah bah déjà, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Ça va vous donner déjà beaucoup de pistes, d'outils, etc. Je partage au quotidien des conseils pour les parents, les enseignants, les professionnels. Voilà, l'idée c'est vraiment, encore une fois, d'instaurer un climat de confiance, de permettre à l'enfant voilà, d'être détendu lors des devoirs, lors des apprentissages, se documenter un maximum sur la psychologie de l'enfant. Je vous assure, c'est vraiment, à mon sens, la base en fait d'une relation qu'on peut avoir avec l'enfant, et je parle bien de relation, parce qu'avant de rééduquer le geste graphique, on a d'abord la relation que l'on va instaurer avec l'enfant. Donc vraiment, beaucoup se documenter sur la psychologie de l'enfant, sur aussi les troubles des apprentissages. Qu'est-ce qu'une dyslexie? Qu'est-ce qu'une dysorthographie? L'idée, ce n'est pas de devenir spécialiste, mais au moins de comprendre en fait ces dysfonctionnements pour mieux s'adapter à l'enfant. On peut aussi, si la méthode Montessori, la pédagogie vous intéresse, se documenter, écouter des émissions, des podcasts sur les périodes sensibles. Ça permet aussi de comprendre pourquoi un enfant de 4 ans bouge beaucoup, pourquoi l'enfant de 7 ans, 8 ans va avoir tendance à bavarder, etc. Donc c'est vraiment très très important de ne pas s'arrêter, se limiter à notre
à la formation universitaire que l'on va recevoir si on est enseignant, etc. C'est vraiment d'être constamment à la recherche de solutions. Et ces solutions passent aussi par la connaissance des enfants que l'on accompagne, parce que je pense qu'on ne peut pas réellement aider l'enfant si on ne le connaît pas. Alors oui, je pense qu'il y a de plus en plus de difficultés à l'écrit, mais de difficultés en règle générale. Alors, je ne prétends pas détenir la vérité, mais ce que je constate, en tout cas sur le terrain avec les enfants, c'est que les enfants d'aujourd'hui, et ça c'est une réalité, ne sont pas les enfants d'il y a 20 ans. Or, le système scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui est le même que ce que l'on a connu nous étant enfants. Donc là, il y a quand même un dysfonctionnement, je trouve, c'est-à-dire que l'école ne s'adapte pas en fait à l'enfant que l'on a aujourd'hui en face de nous. On a aussi l'arrivée des écrans. Maintenant, les enfants, et c'est dans le quotidien aussi des familles. Moi, j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants ont un ordinateur, par exemple. Alors, pas en classe, mais ils ont un ordinateur à la maison. Voilà, donc l'outil informatique, l'ordinateur, l'écran, en règle générale, fait partie intégrante de notre vie. Moi, je ne pense pas que ce soit judicieux de le combattre, cet écran, mais plutôt d'apprendre à vivre avec. Voilà, donc on a les écrans qui prennent de plus en plus de place, les enfants qui manipulent de moins en moins. Moi, j'ai 41 ans, je me souviens, quand j'étais petite, je m'amusais avec les Scooby-Doo, je m'amusais avec la pâte à modeler, on avait beaucoup d'activités manuelles. C'est de moins en moins le cas maintenant. Les enfants ont de moins en moins la possibilité ni l'envie d'ailleurs, hein, de manipuler, etc. Donc je pense que c'est vraiment un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, nos enfants sont différents et ont de plus en plus de difficultés de concentration, d'écriture, etc. Alors la plupart des élèves que je reçois au cabinet, pas tous, hein, mais la plupart d'entre eux, refusent d'écrire. C'est-à-dire qu'ils viennent en séance, mais on sent une certaine réticence à écrire. Alors devant moi, l'enfant est très souriant, parce que sinon il risque de se faire gronder par maman ou par papa. Mais la plupart du temps, l'enfant est en échec, sinon il ne viendrait pas au cabinet. En échec, pas forcément scolaire, hein, mais en échec face à l'écrit. Et donc, si l'écriture est douloureuse, forcément l'enfant va rejeter cette activité. C'est souvent le cas. Donc déjà, l'idée c'est de ne rien imposer à l'enfant, de lui redonner confiance en lui à travers différentes techniques, différents jeux, et lui faire prendre conscience qu'en réalité l'écriture, s'il maîtrise les gestes, devient un vrai plaisir. Alors non, ce n'est pas trop tard quand l'enfant est en CM2 ou au collège, même au lycée, hein. C'est d'ailleurs même plus facile de rééduquer l'écriture d'un enfant plus grand parce que l'enfant a des acquis. Quand on arrive à lui faire comprendre ce qui dysfonctionne, parce que l'enfant voit souvent ça comme une montagne. Réapprendre à écrire, l'enfant imagine des séances interminables et des choses très complexes. Donc dès on arrive à identifier ce qui dysfonctionne, on peut travailler dessus. Et donc, généralement, avec les collégiens, on est à 6 séances en moyenne, à raison d'une séance par mois. Donc, on obtient des progrès visibles dans les cahiers déjà au bout de 2 séances, donc 2 mois de prise en charge. Alors dès demain, c'est peut-être de dire à votre enfant, à votre élève, voilà, j'ai pris conscience que l'écriture était difficile pour toi et j'ai des solutions pour t'aider à te sentir mieux. Voilà, donc on ne parle pas forcément de rééduquer l'écriture. Déjà, on peut travailler par exemple la posture, demander à l'enfant, voilà, quand il écrit, de relâcher les épaules, de garder le corps droit, de positionner, d'avoir les pieds à plat. Si l'enfant est trop petit, on peut penser à utiliser un marchepied, un repose-pied. Vous voyez? Donc déjà permettre à l'enfant d'adopter une posture qui va lui permettre d'être assis confortablement quand il écrit. Deuxième chose, c'est de travailler ce que l'on appelle la mobilité des doigts. Faire prendre conscience à l'enfant que pour écrire, on a besoin de bouger les doigts. Voilà, c'est 2 choses que l'on va pouvoir travailler, que ce soit à la maison avant les devoirs ou en classe avant une séance d'écriture, avant de copier la poésie, la dictée, etc. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, j'ai développé une formation
qui permet de transformer l'écriture des enfants. D'ailleurs, elle s'intitule 15 clés pour transformer l'écriture de vos élèves, de vos patients ou de vos enfants. Donc, on vous mettra toutes les informations en description. Beaucoup de parents, de professionnels ont pu, grâce à ces 15 clés, transformer donc véritablement et durablement l'écriture de leurs enfants, de leurs élèves ou de leurs patients en 10 minutes par jour seulement.